Vous écoutez Imagine Radio, le son Adlib. Imagine Radio, c'est la radio référence de Corbeil-Essonnes. Alors pour mettre en avant la vie locale et du territoire, nous envoyons nos journalistes réaliser des reportages au plus près des habitants, au plus près du peuple, au plus près de ceux qui font notre quotidien. Retrouvez nos reportages réalisés par nos journalistes sur Imagine Radio, tous les jours à 8h30, 10h30 et 13h30. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Imagine Radio pour une édition spéciale. A lieu cette année la 12e édition du festival L'Œil Urbain et on a plein de monde autour de la table. Ils vont se présenter, on va parler de Regarder le monde. Mais avant de pouvoir regarder le monde au travers de la photographie, et on est en radio, c'est ça qui est intéressant, on va parler des personnes qui sont autour de la table. J'ai nommé Lionel Anthony, bonjour. Bonjour. Nous avons Amandine Loriol, bonjour. Bonjour. Dastan Altaïr. Bonjour. Jérémy Lampin, bonjour. Bonjour. Et enfin, Lorenzo Virgili. Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien déjà. Ça va. Ouais, ça va. Lionel, on va commencer par vous parce que vous êtes le régional de l'étape. Vous êtes photographe de rue et vous travaillez notamment beaucoup sur le territoire de Corbeil-Essonnes et vous êtes aussi à l'architecture, j'ai envie de dire, du festival de l'Œil Urbain. Déjà, peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'Œil Urbain, comment ça se décline, pourquoi ce festival, et puis on parle un petit peu de la thématique de cette année. Alors, pourquoi l'Œil Urbain ? Nous, ça fait 12 ans maintenant, c'est la 12e édition, donc 12 ans qu'on existe. On a créé en partie ce festival avec Elisabeth Hébert, qui nous sommes tous les deux originaires de Corbeil. Donc nous voulions créer un événement autour de la photographie dans notre ville. Ce festival a perduré. Cette année, on est sur un thème qui a une cohérence, une connotation avec un grand événement qui va venir. C'est les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux Olympiques 2024, donc à Paris. Pourquoi c'était important pour vous de faire le lien avec le sport et l'œil urbain ? Alors, c'est parce que c'est une thématique qui, a priori, n'est pas pour nous une priorité, le sport en photographie. Enfin, c'est pas, nous, on est vraiment dans l'image documentaire. Et justement, on s'est un peu poussé pour aller chercher des sujets qui soient un peu au-delà du sport et qui représentent des sujets sociétaux autour du sport. On va pas dévoiler tous les secrets de ce festival. Ça démarre le 6 avril prochain avec une pré-journée, je dirais, le 5, avec la presse qui va être conviée. Et puis, du coup, vous avez souhaité faire venir plusieurs de vos confrères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et pourquoi ces personnes ? En fait, c'est une histoire de programmation. Donc, en fait, pour ma part, je suis en veille permanente sur tous les sujets qui peuvent sortir en photographie. Donc, les réseaux sociaux, la presse. Donc, moi, je suis en alerte tout le temps. Et parfois, je vois des sujets qui m'intéressent, mais qui ne vont pas rentrer dans une thématique. Donc, je vais les mettre de côté et puis je me dis que ça sortira peut-être plus tard. Après, Jérémy, c'est un habitué du festival, par exemple, donc on se connaît depuis quelques années, on se croise sur le festival, donc je suis aussi son travail, et donc le sport, il avait travaillé dessus, même si c'est loin d'être un photographe de sport. Là, ça m'intéressait. Amandine, c'est encore autre chose. Amandine, c'est une rencontre d'il y a quelques mois. Et qui, elle, pour le coup, à la base, est une photographe de sport. Exactement. Mais là, son sujet va bien au-delà du sport. On a aussi Dastan Altaïr et puis Lorenzo. Alors, Dastan, vous, bonjour Dastan, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Parce que vous avez une spécificité, vous êtes vidéaste Alors, je ne suis pas photographe à la différence d'eux, je suis vidéo-reporter, spécialisé en zone de conflit pour l'agence Hans Lucas. Et je suis bénévole auprès de l'Œil Urbain, avec Elisabeth et Lionel. Et Lionel, merci. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à la radio, vous qui êtes plutôt dans l'image qui bouge ? Ah ça change. Ça change. C'est bizarre. Ça change la donne. Complet. Lorenzo, la raison pour laquelle vous êtes là autour de la table aujourd'hui, c'est que vous allez nous aider. Vous allez être notre légitime aujourd'hui. Expliquer un petit peu la technicité de nos spécialistes, de nos photographes. Mais quel est votre métier à vous ? On parle de transmission. Alors moi, je suis un ancien photoreporter.
cette activité m'a amené à faire de la formation auprès d'écoles de journalisme. Et récemment, il y a 4 ans, on a créé la formation dont on rêvait avec des collègues qui s'appelle Transmission. On a deux formats, un format de professionnalisation et un format d'initiation pour former et accompagner des photographes en transition ou en professionnalisation, pour leur donner tous les outils pour pouvoir exercer au mieux leur métier. Et c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué ces derniers temps et ça demande beaucoup, beaucoup de compétences. Et donc on est vraiment dans cette logique de transmettre notre savoir. Et c'est une expérience que j'adore, et j'adore transmettre à la fois ce que j'ai appris moi de la vie et ce que mes confrères et consoeurs ont appris et qu'on transmet aussi à nos stagiaires. On est ici parce qu'on connaît Elisabeth et Lionel, et on a souhaité créer un partenariat. Alors cette année, c'est le tout début, mais on envisage de développer un petit peu ça, avec des formations qui seront peut-être dédiées aussi à la sécurité des journalistes, parce que c'est une problématique extrêmement importante aujourd'hui. La sécurité des journalistes est énormément sollicités dans la mesure où ils sont de plus en plus ciblés, et c'est quelque chose que l'on va développer, j'espère, dans l'année à venir. On n'était pas encore prêt pour cette année, mais j'espère que l'année prochaine, ça sera en ordre de marche. Merci Lorenzo. Alors, vous n'hésitez pas à intervenir, bien évidemment. Amandine, votre parcours, votre cursus, présentez-vous à nous. Vous êtes reporter sportif. Comment se décrit votre métier? Photographe de sport ou photographe? Je pense qu'on va plutôt le décrire en photographe tout court, mais effectivement, il y a une spécialisation pendant plus de 8 ans, même maintenant 9 ans, autour du sport et en particulier autour du taekwondo. C'est un sport que j'ai pratiqué pendant 18 ans. On va dire que la passion était assez facile à faire passer dans l'autre passion qui était la photographie à ce moment-là. J'ai pu du coup travailler avec beaucoup de fédérations, la française évidemment, l'italienne et surtout la mondiale, ce qui m'a permis de pouvoir participer à pas mal de championnats, dont les championnats du monde, des grands prix et surtout les JO de Tokyo. Donc ça, c'était assez fantastique, même si malheureusement on était tous masqués et que vous n'étiez pas là. C'était bien dommage. Mais voilà un peu pour l'idée. Et à côté de ça, je suis aussi justement photographe documentaire, d'où le fait que je précise photographe tout court. Voilà, et j'aime bien l'idée de développer justement autour de la photographie sportive quelque chose de plus documentaire. C'est peut-être ça qui a fait mon image un peu différente des photographes sportifs classiques, où l'idée était potentiellement plus de mettre en avant leurs émotions, de jouer avec un esprit très scénique, avec les lumières, etc. Dans un gymnase, c'est pas toujours gagné d'avoir quelque chose de sympa. Et donc, en fait, justement, j'ai développé ma patte autour de ça. Maintenant que je me détache un petit peu du taekwondo, du sport d'un point de vue général, pour plus développer le documentaire, j'aime l'idée, d'autant plus cette année-là, de garder le lien en fait avec le sport, parce que pour moi en fait le sport, au-delà de ça peut être une reconstruction pour une personne, ça peut aussi être tout simplement un lien entre les hommes avec un grand H, et je trouve ça assez chouette. Et donc effectivement là, l'édition de cette année était parfaite dans ce sens. Vous trouvez votre place est toute naturelle dans ce festival, et donc on va pouvoir découvrir pas mal de choses. Est-ce qu'on peut livrer quelques indices sur le thème? Ouais. On est autour d'une femme qui a dû se reconstruire et qui a eu la possibilité de continuer son sport avec une potentialité de participation au JO de Paris. C'est très, très léger comme description, mais on y reviendra. Oui, justement. Merci beaucoup, Amandine. Alors, Lorenzo, on a aussi un autre invité qui est juste à tes côtés, dans l'espace-temps. Il s'appelle Jérémy, bien évidemment, Jérémy Lampin. Vous faites partie, comme l'a dit notre ami Lionel, des exposants qui vont être présents. Vous allez être, vous, du côté du chapiteau. Je précise que Amandine, elle, ça sera du côté du pont Patton. Hein, voilà. Mais Jérémy, vous, c'est votre métier, photographe aussi, sport, pas sport. On a entendu que oui et non, donc allez-y. Bonjour à tous, moi je suis photojournaliste, donc je raconte des histoires à travers des photos et du texte. Pas spécialement sur le sport, plutôt sur l'humain, moi vraiment. Sur les histoires humaines, de ce que ça raconte. Donc là, le sport, parce que j'ai réalisé un reportage sur 28 jours avec 5600 km et un petit van où je suis parti faire toutes les étapes du Tour de France en 2021 et le premier Tour de France des femmes depuis 30 ans. Et je voulais savoir comment allaient les Français après 2 ans de Covid. Qu'est-ce qu'ils avaient à me dire, comment ça se passait, et puis aussi quelle était la place de la femme aujourd'hui dans notre société. Donc j'ai loué un van, je suis parti avec un type d'appareil photo un peu particulier qui s'appelle des Polaroid, donc des Instax de Fujifilm.
Pourquoi ce produit-là ? Parce que quand vous voyez les coureurs passer, vous avez toujours, ça va tellement vite que vous vous demandez si vraiment les gens que vous avez vus, vous êtes certain de les avoir reconnus. Et en fait, le procédé photographique Instax, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, vous avez des résultats au-delà de vos espérances, mais dans les bons ou dans les mauvais côtés aussi, ça qui est assez drôle. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une correspondance. Et je peux vous dire que quand j'allais voir les gens en leur disant que j'étais photographe professionnel avec 3 appareils photo que vous pouvez acheter à la Fnac pour 80 €, ils étaient morts de rire en me disant c'est pas possible. Mais ce qui faisait du lien du coup, c'est que je pouvais offrir les photos aussi. D'accord. Donc c'est ce que Lionel a voulu mettre en scène aujourd'hui et j'en suis très heureux parce qu'encore une fois c'est la fête pour moi nationale du sport, c'est le vélo, c'est le Tour de France. C'est quand même le 3e événement sportif mondial, derrière les JO. Vous êtes cycliste vous-même ? Pas du tout, je ne connais rien du tout au vélo. Mais en tout cas, c'était des belles rencontres et c'est ce qu'on a. Lionel a voulu reprendre cette exposition qui avait été exposée l'année dernière aux promenades photographiques de Bois, et là de la reprendre et de la mettre à disposition de Corbeil et de montrer une certaine image de la France. Je ne dis pas qu'elle correspond à tous, mais en tout cas, elle est plutôt joyeuse, intéressante et c'est ça qui m'anime en tout cas dans mon métier, c'est de rencontrer les gens et de raconter des histoires et leur histoire à eux. Alors, Lorenzo, il va falloir nous aider. J'ai entendu plusieurs termes, j'ai pas tout compris. J'ai essayé un peu de déduire. Instax, ou c'est quoi ? C'est l'idée que quand les gens passent, vous prenez la photo, il y a un mouvement qui se crée, c'est quoi ? Lorenzo, non, sur la technique, et la technique est employée, Jérémy, je vais le laisser préciser sa technique, ça lui appartient. L'Instax, en fait, c'est le concurrent direct du Polaroid, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un Polaroid, c'est la marque Polaroid, Instax, c'est la marque Instax de Fujifilm, mais c'est-à-dire que c'est un positif direct. C'est-à-dire que quand vous faites une photo, la photo sort tout de suite, et vous avez comme une photo 10-15 chez vous dans les albums photos qu'on avait. Donc c'est le fait que la photo soit instantanée. Exactement. Et c'est ça qui vous intéresse, tout le fait de prendre le truc et tout de suite on le met... on a un instant T direct, comme le vélo qui passe en fait. D'accord. On a une épreuve papier. J'ai une question pour Lorenzo encore, c'est par rapport à Amandine. Amandine elle a dit je fais du documentaire. C'est quoi la différence entre, pareil, Jérémy a dit moi je suis photojournaliste. Est-ce qu'on peut expliquer les différentes thématiques ? Je suppose que c'est un peu dans la même démarche que sur la radio ou même la presse ou encore la télé, mais en images, c'est pas simple à comprendre. Alors, on pourrait le résumer de la manière suivante. C'est plus difficile de le faire à l'oral que si on pouvait le montrer, ça serait évidemment plus simple. C'est tout l'art de la radio. Oui, c'est ça. Et le défi. Quand je l'explique à mes stagiaires, c'est bien appuyé avec des images. L'approche documentaire, le documentaire, dans son étymologie, ça veut dire la preuve. Donc ça dénote une idée d'objectivité, ça dénote une idée de documenter, de faire un état des lieux de quelque chose. L'approche, elle, plus de reportage, c'est celle de raconter une histoire. Donc on va avoir deux écritures photographiques différentes. C'est vrai que le concept d'écriture photographique peut être un petit peu abstrait parfois, mais de la même manière que dans la littérature ou dans l'écrit, il y a des formes d'écriture extrêmement différentes, la poésie, le roman, l'autobiographie, l'enquête, l'interview. Eh bien, en photographie, il y a aussi différentes écritures. On pourra en citer d'autres. Il y a la photographie plasticienne, il y a le portrait, il y a le news, il y a... Voilà, donc on a différentes manières de raconter les choses. Je pense que ce qui va vraiment fondamentalement là, entre le documentaire et le reportage, c'est la manière dont l'un va raconter une histoire en suivant une sorte de fil conducteur et l'autre va dresser un état des lieux. D'accord, merci pour ces précisions. Déjà, on y voit un peu plus clair. C'est vrai que c'est assez proche, effectivement, dans la démarche. Ça reste une forme aussi de journalisme, très, très, très clairement. Moi, ce qui m'intéresse là aussi, du coup, c'est la thématique, c'est regarder le monde. C'est quoi pour vous, en tant que photographe, de regarder le monde et au regard de vos différentes disciplines, j'ai envie de dire. Je pense que vous avez des points de vue différents. On va peut-être commencer par Dastan, parce que je pense que lui, il en a vu des choses. Il a un regard sur le monde peut-être un peu différent, à moins que ça soit moi qui me trompe, mais peut-être que, de par les expériences que vous avez pu vivre, comment vous regardez le monde au travers de votre objectif finalement ? Dastan, il faut expliquer que tu as une singularité, une particularité assez rare dans le domaine du photojournalisme. Il y a ce qu'on appelle nous les photographes de guerre, les photographes de conflit. Dastan, il a une spécificité, c'est qu'il est frontline photographe ou vidéaste plutôt. C'est-à-dire qu'il va vraiment toujours au front.
pourquoi, c'est son histoire, mais en tout cas, c'est ça sa particularité. Dastan, je te laisse c'est ça, je vis et quand je pars sur un reportage, pas un documentaire, un reportage, je pars pour 3 mois et ce que je cherche, c'est vivre aux côtés des combattants, quel que soit le belligérant, et de rapporter les faits qui se passent sur le terrain. Et c'est un peu froid ce que je veux dire, je ne m'intéresse pas trop à la vie des civils. À la limite, je m'intéresse à la vie des civils, du moins la conséquence qui subissent de la guerre. Comment raconter j'y vais sans a priori, j'y vais sans comment on peut dire ça, sans réfléchir finalement. Ouais, voilà, je prends pas ma morale, je n'amène pas mon éducation, je viens, je me pose. J'ai tendance à comparer ça à être anthropologue en fait. Je viens, je me pose, je me fais oublier pendant quelques jours, histoire qu'ils oublient que ma présence et la caméra, et puis je filme. Je filme ce qui se passe et comment ça se passe, et j'avance, sans porter du jugement sur ce qu'ils font et comment ils le font en fait. Voilà, sans parti pris. Sans parti pris. Et du coup, dans ce quotidien que vous vivez, est-ce qu'il y a des images du coup pour vous qui vous restent quand même, ou c'est des choses qui sont, à mon avis, ça ne doit pas être simple à évacuer. Disons qu'il y a une certaine résilience à force. Parce que, comme je vous dis, je pars 3 mois, je reviens 1 mois, et en fait, mes habitudes, c'est sur le terrain en fait, ni plus ni moins. C'est malheureux à dire, mais on s'habitue à un cadavre, on s'habitue à un mort, on s'habitue à des bombardements, à des tirs. C'est ma nouvelle norme, on va dire, qui me pose problème quand je suis en France d'ailleurs. Pourquoi elle vous pose problème en France ? Ça développe du stress post-traumatique, dans le sens où, pour moi, quand je suis dans une zone de guerre ou de combat tout court, j'entends un avion, un bombardement, je ne vais pas sursauter, je ne vais pas avoir peur, je vais me dire c'est normal. J'entends des tirs d'armes, je vais me dire c'est normal. Je suis originaire de Marseille et certains membres de ma famille habitent pas loin de l'aéroport de Marseille. Là, par contre, quand je suis à Marseille et que j'entends un avion, là, je sursaute. Je me jette sous la table parce que là, je me dis, mais pourquoi il y a un avion ? Parce que j'assimile le bruit de l'avion à la guerre, en fait. Quand j'entends des bruits d'armes à Marseille aussi, j'assimile ça à une zone de combat, en fait, au final. Et donc, ça me fait... je me dis, c'est pas normal que ça se passe ici, en fait. Donc, ma normalité dans les zones de combat, quoi. Très bien, merci pour votre témoignage, parce que c'est important aussi d'entendre votre ressenti, votre vécu. Ce sont pas des métiers faciles, mais en même temps, il en faut pour pouvoir tenir compte de cette réalité qui, elle est ce qu'elle est, prendre la distance et tout ça. Donc ça rejoint un peu aussi ce que disait tout à l'heure Lorenzo sur la question de la protection aussi des journalistes. Elle n'est pas non plus que sur la protection, on va dire, sécuritaire, mais je dirais sur le mental, l'accompagnement psy, ou en tout cas... cette démarche d'accompagnement, quoi, elle doit être, ça doit être quelque chose, à mon sens, qui doit être pris en compte. Je ne sais pas si c'est le cas, Lorenzo. Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est quelque chose qui commence à être évoqué, je dirais. C'était un peu un tabou. Avant, les reporters de guerre étaient un peu dans l'image d'avoir les galons et d'être courageux, et un peu comme des anciens combattants. Et depuis quelque temps, il y a des témoignages qui reviennent et qui expliquent à quel point ça crée des dysfonctionnements psychiques et donc liés à ce post-traumatisme. Et on commence à travailler sur ça. Alors, c'est des choses qui ont été prises en compte, par exemple, à l'armée. C'est des choses qui ont été prises en compte chez les pompiers, dans les forces de l'ordre. Dans le domaine du journalisme, ça se développe petit à petit. Moi, j'y travaille actuellement, mais c'est quelque chose d'assez long et laborieux. Mais c'est sûr que c'est une nécessité absolue. Et en plus, là, on parle d'une configuration particulière qui est la ligne de front. Mais c'est vrai que le post-traumatisme, il peut être généré par énormément d'autres situations. Il ne faut pas imaginer du tout que c'est relatif à la guerre. Ça peut arriver suite à des catastrophes naturelles, à des incendies, à des accidents. Même on parle de ça dans le milieu pour les gens qui sont éditeurs, c'est-à-dire les gens qui éditent des photos dans les grandes agences de presse, par exemple, et qui passent la journée à avoir des images en ce moment d'Ukraine, de Gaza, d'Haïti, et eux, ils passent la journée à voir des images terribles. Et ça peut créer, même chez personnes qui visualisent ça à longueur de temps, un syndrome post-traumatique. J'aimerais amener une petite complémentarité à ce qu'a dit Lorenzo. La première problématique d'un stress post-traumatique, c'est de savoir qu'on en a. Ça, c'est la première chose. Et soi-même, on ne le sait pas. Si on n'est pas confronté à des personnes qui l'ont déjà subi ou des personnes qui ont la connaissance. Si on ne nous le dit pas, si on ne nous le montre pas, si on ne nous le pointe pas du doigt, on n'en prend pas conscience, en fait.
D'ailleurs, je me permets un petit aparté, mais je vous en prie, Lionel. Jérémy, c'est son dernier travail. Enfin, pas dernier travail, mais au long cours, oui. Oui, voilà, je parlais de l'humain tout à l'heure et de prendre le temps. J'ai travaillé 4 ans sur le stress post-traumatique des soldats français et de leurs conséquences sur les familles. Un travail qui sera exposé prochainement là, au Centre international du photojournalisme à Perpignan à partir du 2 mai. Là. Effectivement, Dastan le souligne bien, c'est compliqué parce qu'il faut déjà l'admettre. Il faut aussi après pouvoir se faire soigner, ce qui est très compliqué encore aujourd'hui dans les armées, parce que tout n'est pas très simple aussi. Et ce qui est compliqué aussi, c'est au-delà des personnes atteintes du stress post-traumatique, c'est les proches. Parce que comment font les parents, les enfants, les femmes, les époux ? Parce que tout le monde est impacté. On a beaucoup parlé à un moment de virus en parlant du Covid. Il faut imaginer quelqu'un qui rentre avec une maladie invisible. Vous ne savez pas de quoi il est atteint, il fait des colères, il va se mettre à boire, à prendre de la drogue, et vous ne savez pas pourquoi au départ. Et petit à petit, vous commencez à comprendre, et d'un seul coup, vous êtes démunis, parce que comment on fait pour l'aider ? Et ça, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un travail de société que moi, j'ai mené à travers les soldats, mais effectivement, il n'y a pas que les soldats. Vous pouvez être aussi atteint, Lorenzo l'a dit, mais aussi les femmes victimes de viol, les attentats, on en a beaucoup parlé. Accidents de la route aussi. Donc, une personne ou une autre n'est jamais égale par rapport au stress, parce que pourquoi lui et pas moi, ça je sais pas. Merci pour ces précisions, parce que du coup on a approché une thématique qui n'était pas forcément celle qu'on avait prévue, mais ça fait partie aussi du regard sur le monde, et cette question des risques post-traumatiques quand on voit ce qui est en train de la colère qui monte en ce moment, et puis les différentes traces de guerre et tout ça. Bon, c'est vrai que ça nous monte un peu au cerveau. On va essayer de redescendre, on va partir sur des choses un peu plus détendues. On va s'adresser à Amandine, parce que moi j'ai envie de comprendre. Alors le taekwondo, on a compris que c'était votre discipline, votre sport, et que c'était la raison pour laquelle vous souhaitiez, en tout cas le mettre en valeur. Mais comment on arrive à donner un autre angle ou un autre axe, j'ai envie de dire, à ce sport au travers de la photo ? Comment vous vous y prenez ? C'est quoi votre secret, j'ai envie de dire ? Sans tout dévoiler, bien sûr. Déjà, par rapport au sport à proprement parler, nous, ce qu'on voit, c'est le résultat final. C'est vraiment la petite pointe de l'iceberg de l'athlète qui s'est entraîné pendant potentiellement des années pour se qualifier déjà, pour commencer, et ensuite pouvoir exploser au moment du championnat. Tout ce qu'il y a derrière est très intéressant et peut se rapprocher justement de situations plus compliqué dans les photos reportages ou documentaires comme les réfugiés ou je ne sais quoi, ne serait-ce que parce que c'est une personne qui va avoir des plus de réussite mais également des échecs, comment cette personne va pouvoir se relever, et en fait c'est potentiellement plus autour de ce travail-là que pour moi, en fait, le sport a vraiment un intérêt au niveau photographique. Parce qu'effectivement, la belle photo sportive, là, oui, on la reçoit, elle est belle, etc. Mais c'est tellement plus intense de voir l'athlète dans ses moments de préparation, avec ses croyances, avec sa force, potentiellement la perte de sa force pendant une époque, et donc tout l'entourage, les coachs, peu importe le staff qui essaye de relever l'athlète, parce que c'est une question d'équipe. Nous, on est sur un sport, par exemple, principalement individuel. Si on regarde bien sur le terrain, il y a 2 personnes qui combattent, mais il n'empêche que c'est une énorme équipe qu'il y a derrière, non seulement le coach, mais également le préparateur, le kiné. Donc voilà, et donc en fait, c'est peut-être potentiellement sur cet angle-là, à la limite, que j'aimerais plus travailler, enfin, que j'ai souhaité travailler plus au niveau du sport. Après, sur le projet qui est exposé, on est sur une jeune fille qui est réfugiée. Et donc, effectivement, il y a un point de vue aussi sur sa manière à elle, par le sport et à côté, de comment elle va se reconstruire dans un pays qui n'est pas le sien, où elle ne parle d'ailleurs pas encore tout à fait la langue, et voilà, comment elle va se renaître par rapport à ça. Comment on peut essayer de le décrire au travers d'un cliché que vous allez prendre ? Là, on est dans une démarche un peu philosophique, vous nous expliquez comment vous allez travailler cette photo que vous allez faire, ou ces photos que vous allez faire, mais comment ça se matérialise ? C'est quoi ? C'est le regard ? C'est le fait d'utiliser peut-être le noir et blanc ? C'est des contre-plongées ? C'est, voilà, techniquement.
Alors, au niveau de la contre-plongée, c'est une de mes spécialités, en particulier sur le taekwondo. Ça, oui, ça fait partie aussi de ma petite patte. De un, parce que d'un point de vue technique, nous, on est sur du coup de pied, donc ça agrandit énormément le coup. Pour tout ce qui est émotion, effectivement, il y a énormément autour du regard. Il va y avoir énormément autour du regard. Quelqu'un qui clairement est énervé face à quelqu'un ou une situation, ça se voit. Il y a du feu dans les yeux. C'est ça qu'il faut aller chercher. À l'inverse, quelqu'un qui est dépité, il y a un peu une sorte de petit smiley qui se fait sur le visage avec ses yeux qui tombent. Et ça aussi, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça peut être aussi des détails à côté. Des choses toutes bêtes de quelqu'un qui serre le poing d'énervement, le coach qui pose sa main sur l'épaule pour motiver. Ça va être aussi dans les détails. Donc, il y a beaucoup le regard, effectivement. Ça va être de la contre-plongée beaucoup pour ma part. Et moi, j'aime bien essayer de les remettre un peu comme dans une scène scénique et donc beaucoup de jeux de lumière avec des flares de lumière, etc. Et rarement de la lumière rajoutée. Ça va vraiment être ce que... Plutôt naturel dans Naturel, ouais. Naturel, mais... alors. Naturel dans le sens où ce que j'ai sur place, même si c'est pas une lumière naturelle dans sa description comme le fait d'un gymnase, et si j'ai un spot même tout pourri, etc., je vais chercher la lumière qui va bien. Voilà, je vais aller chercher l'angle de façon à pouvoir potentiellement le placer juste derrière le personnage, de façon à ce qu'il ait un peu le côté royal avec cette espèce de couronne de lumière autour du visage. Si en plus de ça, il a le regard bien volontaire à ce moment-là, c'est jackpot. C'est gagné, quoi. Ouais. Jérémy, quand vous entendez Amandine, sur comment elle pratique, comment elle travaille sa photo à partir de sa démarche, comment elle approche la donne, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est un peu la même dans le sens où on passe beaucoup de temps avec les gens qu'on photographie. C'est-à-dire que quand elle parle du staff et de l'équipe qui l'entoure et de la famille, moi, c'est un peu ce que je me mets aussi comme point clé. C'est-à-dire que à partir du moment où je ne suis pas en commande pour un magazine pour lequel je travaille, que je finance le projet, j'ai pas de limite de temps parce que le temps, c'est le mien et l'argent que je mets, c'est le mien. Donc je me dis maintenant, il faut que la confiance que les gens ils m'accordent, elle soit gagnante des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas trahis et que moi je puisse travailler comme je le souhaite. Et ce qui veut dire que pour travailler comme je le souhaite, il faut du temps pour aussi gagner la confiance des gens parce que je ne sais pas ce que vous feriez, vous rentrer quelqu'un chez vous avec un appareil photo qui dit « je veux raconter ta vie ». Je pense que la première chose, vous allez dire « mais non, ça ne m'intéresse pas », et ce qui est normal. Et donc, pour ça, il faut du temps. Et en fait, je reprends souvent mon mantra, c'est un peu De Pamphili, qui était un grand reporter qu'on appelait, pour la petite histoire, le fils de Massoud, qui lui allait filmer le commandant Massoud en Afghanistan et qui à la fin revenait avec un rétroprojecteur, un écran, il diffusait ça dans les villages afghans pour montrer ce qu'il faisait. Et en fait, il disait toujours que la clé était le temps. Et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que plus vous allez passer de temps avec les gens, plus à un moment, Dastan le disait aussi très bien, c'est qu'en fait, on vous oublie. Et donc, à un moment, dans le décor. Oui, l'appareil photo et le photographe n'existent plus. Vous devenez un élément de décor. Et donc, ça aussi, ça fait partie un petit peu de moi, ma photographie, de comment je veux la transmettre et la faire. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps et j'écoute aussi énormément. Donc, soit j'enregistre ou soit j'écris pour pouvoir après restituer ces informations et pouvoir, comme le disait Lorenzo, pouvoir raconter une histoire avec du texte et de la photo et pouvoir le vendre à un magazine ou une expo. Un des privilèges du photographe, c'est justement de ne pas traiter uniquement l'épiphénomène de son sujet, mais c'est le privilège d'avoir accès aux coulisses. Et avoir accès aux coulisses, effectivement, comme vous le dites, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup d'engagement. C'est un métier qui est très engageant dans son affect, dans sa relation avec les gens, et c'est un privilège. Et c'est ce qui lui donne aussi toute sa dimension tripale, c'est ce qui donne sa dimension humaine. Et c'est pour ça que c'est un moyen, parce qu'on y passe du temps et qu'on va dans ses coulisses, de donner un point de vue sur le monde qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Je me permettrais même de rajouter, dans un projet qui va prendre par exemple un an à peu près, du moins c'est un peu ce qu'on a visé, je vais potentiellement passer plus de temps au téléphone avec cette personne ou en relation, justement pour reprendre ce que tu disais, que de prise de vue.
Et c'est parfois même assez frustrant d'ailleurs d'assister à des scènes absolument fabuleuses où on sent qu'il y a une image extraordinaire à prendre. Mais malheureusement, ça fait seulement peut-être une journée qu'on est avec cette personne-là et le lien n'est pas encore fait, ou du moins pas avec son entourage. Et donc, faire cette image qui pourrait potentiellement être exceptionnelle pourrait risquer de bloquer tout le reste du projet. Donc en fait, c'est une variation permanente entre garder une certaine distance pour se protéger, ça c'est une évidence, mais quand même en donner un minimum, parce que comme disait Jérémy, on n'ouvre pas la porte au premier gars qui débarque avec son appareil photo. Et donc il faut réussir à créer un lien, donner un petit peu aussi de notre part pour que ce lien se crée, et réussir à autant pas trop se perdre dans le relationnel pour pouvoir quand même pas oublier ce pourquoi on est là, mais à l'inverse aussi de voir en permanence le créer. Et moi je compte pas les moments où je me retrouvais à parler avec mon sujet à 2h du mat parce que il y avait un moment où elle était pas bien, et donc il y avait ce lien qui était réalisé. Et donc effectivement il faut, c'est vraiment permanent en fait, on est en contact avec ces personnes en permanence, et les prises de vue sont parfois très minime, c'est un peu comme la pointe d'iceberg d'un sportif. On va le voir, il a fait 2 minutes de combat, youpi, alors qu'en fait il y a toute une préparation. Sur la photo, ça va être potentiellement pareil sur certains dossiers où effectivement en fait il y a un travail énorme, et au final il y a une vingtaine de photos qui ressortent seulement. Merci. Je voudrais apporter une petite précision. Je t'en prie, Dastin. Pardon, parce que paradoxalement, aussi bien en tant que vidéo-reporter que photographe de guerre, c'est tout l'inverse. On essaye de pas s'accrocher justement à notre sujet, parce qu'il y a 80% de chances qu'il meure. La personne va mourir. Et donc, si on crée des liens intimes ou quoi, ça vous détruit totalement. C'est un autre type de photographie. Voilà, justement, tu as bien raison de le nommer. Tout à l'heure, Bruno, vous me demandiez la différence entre la photo documentaire et le reportage. Ça, c'est un autre témoignage. C'est ce qu'on qualifierait, nous, de news, mais le news, dans son traitement, on va aussi bien l'adapter au Conseil des ministres qu'à une manif ou un événement comme ça, tout sujet. Après, le news du conflit est différent, mais ça reste dans son rendu une image et non pas une narration, qu'elle soit documentaire ou celle du reportage. Merci pour ces précisions. Je vois que on apprend plein de choses, hein. Mais du coup, est-ce que pour Lionel, qui est tu es photographe de rue, est-ce que tu as ce temps-là à prendre? Pas que, bien évidemment, mais est-ce que toi, tu as ce temps-là? Est-ce que tu peux prendre ce temps-là comme les collègues, par exemple, comme Amandine, qui va prendre le temps, qui va pouvoir peut-être, des fois, aller plus loin dans sa relation? Toi, ça va un petit peu plus vite, peut-être? Alors, moi, je vais avoir plusieurs parties dans mon travail au quotidien. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je travaille en grande partie pour des institutions, donc pour de la com. Donc, c'est que le but final n'est pas la même. C'est mon commanditaire, c'est de la communication. Par contre, mon travail en lui-même, il est le même qu'un photographe de news. Je peux passer dans la même journée d'un chantier, une signature, une visite de ministre, l'essai du nouveau tram, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, mais le travail est le même. C'est juste la destination, la finalité qui n'est pas la même. Après, de mon autre côté, justement, je vais rentrer beaucoup plus sur le documentaire pour mon dernier travail en cours, parce que là, je vais être très lent. Ça, quand je fais un travail personnel, je vais être très lent. Donc, ça fait 4 ans que je travaille sur un boulot qui est sur une communauté de cyclistes. D'accord. Et je rentre bien plus dans l'intimité. C'est-à-dire que c'est une communauté qui peut être assez fermée. Et le fait de travailler depuis 4 ans avec ces gens-là, c'est-à-dire que je peux tout faire avec eux. Quel que soit dans l'état qu'ils sont, ils ont une entière confiance en moi. Et je ne fais rien valider derrière. Ils savent, ils connaissent mon travail. Je n'ai pas besoin de leur faire valider. Ils savent. Et tu vas dans le monde entier pour ça. Et je vais dans le monde entier pour ça, voilà. C'est pour ça aussi que ça me prend beaucoup de temps. Photographe de rue, c'est mignon, ça me fait penser à une anecdote. Je suis assez surpris de ce terme parce que je ne me considère pas comme un photographe de rue, moi. Non. Alors, ça serait quoi ta définition? Photographe tout court, photographe du monde, photographe des gens, photographe de l'humain? Je suis photographe tout court, et après, dans mon travail très personnel, en effet, il est sur l'humain. Il est sur l'humain. Ouais. C'est intéressant parce que l'appellation et la recherche de la qualification me fait penser à un très grand photographe qui s'appelait Henri Cartier-Bresson. Alors pour vos auditeurs, Henri Cartier-Bresson, c'était un des plus gros photographes au monde du XXe siècle, qui est décédé en 2004, qui est un des fondateurs de la prestigieuse agence Magnum. Et Henri Cartier-Bresson, il disait quand il allait travailler qu'il allait faire le trottoir. Et derrière cette expression triviale, il y avait quelque chose de très qui expliquait bien son travail. C'est qu'en fait, à l'époque,
donc on est après la Seconde Guerre. Il descend dans la rue, où qu'il soit, à Paris, parce qu'il était parisien, mais que ça soit aussi en Chine, parce qu'il a été témoin de la révolution Mao. Il a été en URSS. Alors pour vos jeunes auditeurs, l'URSS, c'est la Russie communiste, qui était un pays très fermé à l'époque. C'était le premier occidental à pouvoir aller faire des photos là-bas. Donc il descendait de l'endroit où il était, et il faisait des photos de ce qu'il remarquait dans la rue, et il le faisait très bien. Mais il était photographe. À l'époque, on est à une période où il n'y a pas beaucoup de médias d'images. Les magazines d'images se développent, la télévision se développe aussi. Et donc, on a encore la valeur de ce témoignage-là qui se suffit à lui-même, qui a une grande qualité, attention. Mais il n'y a pas d'autre chose. On n'est pas vraiment dans la problématique de la narration, on n'est pas encore dans la terminologie du photojournaliste ou du photoreporter. Après, avec l'augmentation et le développement des images, et aujourd'hui on est dans une saturation, enfin je ne sais pas si c'est une saturation, mais une omniprésence de l'image, les photojournalistes, les photoreporters ont dû travailler justement ces narrations, ces écritures-là, parce qu'il ne s'agissait plus de témoigner juste de ce que l'on voyait. C'était merveilleux d'avoir un photographe qui allait témoigner d'un monde qu'on ne connaissait pas. On n'avait pas accès à ces mondes-là. On ne voyageait pas autant, on n'avait pas l'occasion de se déplacer comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Donc, les photoreporters aujourd'hui ont, en plus, ils ne vont pas uniquement témoigner, ils vont raconter des choses, ils vont faire de l'enquête. Amandine, aujourd'hui, on parle d'elle comme d'une photographe qui a fait un sujet sur le taekwondo, mais elle revient d'Inde, elle a fait un magnifique travail d'enquête et d'investigation sur une zone polluée en Inde. C'est vraiment un travail d'investigation, c'est vraiment un travail journalistique. On a besoin, aujourd'hui, dans nos productions photographiques, d'être certes toujours dans ce témoignage-là, mais on est aussi sur des thématiques et des narrations qui sont beaucoup plus fines et approfondies que c'était auparavant le cas. Merci, parce que c'est vrai que d'avoir cet apport de Lorenzo avec sa transmission, justement, et on apprend plein de choses, et moi j'en apprends tous les jours. C'est ça qui est formidable avec ce métier qu'est la radio, hein. Moi aussi j'essaye de raconter des histoires, mais en même temps j'apprends, et puis du coup j'apprends aux autres, donc c'est ça qui est cool. Et je remercie Lionel d'avoir été à l'initiative de cette avec Elisabeth de vous mettre autour de la table pour parler de ce sujet passionnant de l'image, de la photo et de votre regard sur le monde. Lorenzo, du coup, je vous ai pas posé la question à vous. Comment vous regardez le monde, vous, au travers de la photo ? Je le regarde à travers tous les travaux de photographes que je vois, mais aussi à travers le cinéma, à travers les romans, à travers les documentaires. On est tous un centre du monde, en fait. Chaque individu est le centre de son monde. On regarde autour de soi, avec plus ou moins d'acuité, avec plus ou moins d'émerveillement. Souvent, quand on se déplace, quand on a la chance de partir en vacances ou en voyage, on renouvelle un peu ce que l'on voit. Et donc là, c'est pour ça ça fait du bien de changer d'horizon, parce que tout d'un coup, ça redéveloppe notre acuité sur notre environnement. C'est tellement difficile. Moi, je donne souvent comme exercice à mes élèves, je leur dis, allez photographier en bas de chez vous. Photographiez votre chambre. Comment est-ce qu'on porte un regard renouvelé ou avec acuité sur quelque chose que l'on voit tous les jours ? C'est un vrai défi. Et pourtant, c'est passionnant, parce qu'en bas de chez soi, il se passe des choses extraordinaires. Mais on n'y fait plus attention. Donc, tout le travail des photographes, qu'ils soient à l'autre bout du monde ou en bas de chez soi, ont cet intérêt, c'est qu'ils permettent justement d'attirer notre attention sur des choses que l'on ne voit pas, pour des raisons simples. C'est des zones inaccessibles, comme ce que fait la STAN. C'est des territoires lointains, comme l'Inde, par exemple, ou les Antipodes, ou toutes les zones qu'a couvertes Lionel ou Jérémy. Mais c'est aussi en bas de chez soi. Et en bas de chez soi, il y a aussi des choses qui méritent d'être racontées. Et c'est ce que permettent de faire beaucoup de photographes. Et surtout en France, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller encore une fois à l'autre bout du monde pour raconter la misère du monde. En France, on a ce qu'il faut. Où il y a aussi des histoires... Le temps permet ça aussi, c'est-à-dire que des fois c'est peut-être même plus compliqué de travailler dans son pays qu'à l'étranger, où on se dit ah oui, ça va être bien parce que là-bas il se passe ça, tu te rends compte, ce misérabilisme ambiant qu'on aime bien, mais que je trouve moi par moments un petit peu décalé par rapport aussi à cette réalité qu'on a chez nous, c'est-à-dire que des pauvres, il y en a dans tous les pays, il y en a en France, comme il y en a au Bangladesh, comme il y en a en Afghanistan. Voilà, donc ça aussi, c'est ce que je dis aussi aux jeunes. Des fois, ils disent j'ai mis 3 000 € de côté pour partir je ne sais où. Je leur dis mais investis-toi aussi chez toi. Tu parles la langue, tu connais ta région, tu connais ton pays. N'hésite pas. Alors certes, ça paraît plus difficile, mais s'ils s'accrochent, ils peuvent aussi raconter des histoires.
Je compléterais aussi, il y a également beaucoup de sujets intéressants et positifs à mettre en avant. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier de mettre en avant parce que faut voir dans nos médias, malheureusement, ce qui touche beaucoup et ce qui est aussi important, c'est principalement les zones de guerre et le système. Désolée, je ne vais pas faire ta pub d'Astan sur ce coup-là. mais effectivement, il y a aussi des histoires de reprise en main de situations de vie, des gens qui se retrouvent bloqués dans leur vie suite à un accident, suite à plein de choses, ou peu importe, ou des réfugiés qui sont dans la rue, qui créent des associations qui permettent derrière de donner un peu de soleil sur un État qui ne l'est pas vraiment à ce moment-là. Et ça aussi, ce sont des histoires qui sont très intéressantes et effectivement qu'on trouve également beaucoup en France. Il n'est pas obligé effectivement de partir à l'autre bout du monde. Alors oui, effectivement, là, on vient de dire que je revenais d'Inde, donc là, je mens un peu. Mais c'est juste que malheureusement, le sujet sur lequel j'ai voulu travailler, il s'avère qu'il était à quelques kilomètres d'ici. Et je reconnais aussi dans la facilité, c'est qu'il n'a pas été facile à faire. Je ne vous cache pas qu'il n'a pas toujours été très sécuritaire non plus. Mais il y avait ce côté... Dans une semaine, je suis de retour. Dans 5 jours, je suis de retour. Quand on s'attaque à ce genre de sujet dans notre propre pays, on est dans 5 jours, je suis en prison. Ouais. Dans 3 jours, je suis en prison. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Effectivement, c'est plus compliqué. Cependant, effectivement, le simple fait de descendre en bas de chez soi, on peut se rendre compte qu'il y a, je sais pas moi, le boulanger du coin qui a décidé de développer un projet ou des mélanges de culture, de religion, des choses très belles qui peuvent se passer aussi. Et c'est plus compliqué, étonnamment, de raconter la beauté, parce qu'on se dit comment on va intéresser, mais pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle. Jérémy a fait un sujet dans ce domaine qui est assez... puisqu'il a couvert beaucoup de conflits, il n'en parle pas, mais un des sujets qui a le plus cartonné qu'il a fait, c'est l'histoire d'un cheval qui s'appelle Peyo et qui va visiter des malades dans les hôpitaux. Le cheval, on le voit rentrer, enfin tu nous as permis de voir cette histoire magnifique. Le cheval va au chevet des malades et cet échange fait du bien. Voilà, c'était pas loin, c'était un magnifique sujet et qui a intéressé le monde entier. En plus, tu me disais ça tout à l'heure et je comprends bien pourquoi. Et c'était un vrai sujet ou c'est quelque chose que vous avez créé pour le coup? C'est que vous avez imaginé ce truc-là ou au contraire, vous avez entendu parler de ça, vous avez dit putain... On ne crée pas, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on ne crée pas. D'accord, ça c'est important à savoir. J'ai une carte de presse. Hein. Non. C'est une question passionnante parce que c'est toute la question... Mais c'est vrai, c'est pour ça que je réponds en rigolant parce qu'effectivement, il y a une crédibilité à avoir envers la profession et encore une fois, ce côté journalistique fait qu'on n'a pas le droit d'inventer. Hein. On n'est pas des metteurs en scène ou des producteurs ou on ne fait pas du cinéma. Nous, on raconte la réalité. Et en fait, non, c'est une histoire entre guillemets toute simple. C'est-à-dire que j'ai couvert toute la période du Covid pour le Figaro Magazine, entre autres, et d'autres journaux. Et il faut réactualiser, on est en novembre 2021, je me suis dit, bon, j'ai fait les urgences, j'ai fait les pompiers, on va rentrer dans le 3e confinement, ce qui veut dire que en tant qu'indépendant, il faut bien manger, il faut payer les factures, donc il faut travailler. Je me suis dit, il va falloir que je trouve un sujet que je n'ai pas déjà fait qui peut intéresser. Et en fait, je cherchais un médecin qui faisait sa tournée à dos de cheval, comme le travail de Gene Smith en 1958, qui s'appelait Country Doctor. Et donc, je cherche dans les Alpes, en Corse, à dos d'âne. Je fais toutes les recherches possibles, je ne trouve rien. Et en fait, c'est ma belle-sœur qui me dit mais pourquoi tu n'irais pas revoir Peyo dans le Nord? Et Peyo, en fait, c'est un cheval de gala et de danse, un étalon plein. Qui a un don pour aller voir les gens en fin de vie et notamment qui détecte les gens qui ont le cancer et qui rentrent en soins palliatifs. Mais quand je vous dis qu'il rentre, c'est-à-dire que son préparateur Hassen Bouchakour le prépare, il ouvre la porte du service et le cheval déambule dans les couloirs complètement libre et c'est lui qui décide qui il va voir. Donc à un moment, il s'arrête devant une chambre, il lève la jambe et il dit « je veux rentrer là ». Et à partir du moment où la porte s'ouvre, je vous jure que c'est vrai, il se passe des choses complètement dingues où les gens qui étaient prêts à partir avec les familles qui n'ont pas eu de relationnel pendant plus de 48 heures, c'est-à-dire pas de parole, le monsieur se relève et caresse le cheval et parle avec lui. Donc ça, j'en ai vu où il défile, où à un moment, il y a le chariot avec les infirmières qui disent « Ah, salut Peyo, ça va ?» Je me suis retourné en me disant, ils se foutent de ma gueule, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, quoi. Ouais. Et donc, le cheval répond. Le cheval passe comme s'il était, d'où son surnom, le docteur Peyo. Le nom du reportage, c'est Docteur Peyo et Mister Hassen, parce que les deux font un vraiment duo.
Et ça va tellement loin que quand les gens partent, les familles demandent à ce que le cheval et Hassen viennent aux obsèques parce qu'ils font partie de la famille. Et je trouve que ça rejoint un petit peu cette conversation, c'est-à-dire qu'il passe tellement de temps aussi avec ses gens et avec ses proches qu'à un moment donné, ils deviennent membres. Et donc là, de ce reportage que je devais faire au départ, je lui ai dit, écoute, je vais venir. Et j'y suis resté 3 mois, j'ai rien dit. Et effectivement, après, y a eu un effet boule de neige. Une fois que c'est sorti dans Mediapart, tout le monde l'a repris et à la fin, il ne m'appartenait plus. Et pourtant, ça s'est passé à Calais, chez nous, et non pas, encore une fois, à l'autre bout du monde. Et c'est un petit peu le contre-exemple quand, oui, mais c'est mieux. Mais je dis, mais il y a aussi des histoires qui, pour autant, peuvent être terribles et belles à raconter. Et Amandine a aussi raison de dire une chose, c'est que aussi des histoires joyeuses. C'est-à-dire que ce Tour de France, quand je l'ai fait, justement, je sortais de Peyo et je sortais de mes post-traumatiques de la fin de mon enquête. J'avais besoin de respirer de la joie et de m'en entourer, de m'en enivrer. Et c'est ce qui a fait ce reportage-là. Et je pense que ça se ressent dans les photos. Mais enfin, je l'espère, c'est que les gens, quand voient ça, en plus, j'ai mis plein de couleurs autour, c'est que je me suis lâché à mort. C'est que les gens me disent « Oh, putain, ça fait du bien !» Et je trouve que ça aussi, dans cette société, des fois, qui est un peu morose, tristounette, en plus, en ce moment, c'est compliqué avec les conflits. Les infos aussi, là, qui nous bassinent de guerre, de machin, on a très peu de choses. Il y a un truc génial pour le moral, et je m'arrête là, c'est France 3, les régions, là, à 13h, le truc des initiatives. Moi, je regarde ça, ça me fait marrer. Mais il y a des gens fabuleux qui font des trucs pour monsieur et madame tout le monde. Je trouve ça génial. Et voilà, c'est un peu aussi de se dire, des fois, le petit sujet aussi, il peut devenir un grand sujet et on ne fait pas ça pour ça, mais ça fait aussi du bien. Est-ce que photographier, c'est raconter le monde finalement ? C'est raconter une partie du monde. Pourquoi une partie ? Parce je ne pense pas qu'on puisse prétendre à l'exhaustivité et à la justesse absolue. Okay. La question que vous évoquiez tout à l'heure sur est-ce que c'est une histoire montée est essentielle et importante. Dans la pratique du journalistique, il y a des règles. Effectivement, aujourd'hui, à l'heure du développement de l'intelligence artificielle, ça prend une ampleur énorme, la problématique de l'authenticité des images. Grave. Bon, c'est pas nouveau. C'est un peu vers là que je veux vous emmener, mais bravo Lorenzo. Ça existe depuis toujours. Et dès le début de la photographie, Dastan nous parlait tout à l'heure du conflit. Les premières images de conflit qui existent, guerre de Crimée, 1855, et les autres jusqu'en 14-18, sont des images montées, mises en scène. Pour une raison simple, c'est que le matériel ne permet pas de faire de la photo sur le vif. À l'époque, avec ce qu'on appelle des chambres, c'est des grosses boîtes. Ça fait 40 cm par 30. Et il y a des énormes pieds pour les poser. Enfin, je veux dire, après la miniaturisation, le fait que les matériels soient devenus plus légers, plus portables, a changé la manière de photographier. C'est ce que l'on voit dans les années avec la Seconde Guerre mondiale, avec un photographe comme Capa. Alors, dans vos livres scolaires, vous avez vu la photo du débarquement, par exemple, qui a un peu bougé là. On est sur une pratique différente. Mais le montage, la mise en scène, le trucage, c'est des choses qui sont très anciennes. Sauf qu'aujourd'hui, ça atteint un degré extrêmement performant et donc ça pose la problématique de l'authenticité des images. C'est pourquoi beaucoup de médias essayent de développer des chartes, des codes, des codifications pour alerter et prévenir ce risque-là. Mais en dehors de la photographie journalistique, documentaire, du reportage, qui a ses règles d'authenticité. Alors l'objectivité, c'est autre chose, ça serait intéressant qu'on en parle aussi. Mais par contre, dans d'autres domaines, on peut tout à fait avoir une création, et c'est très bien. Dans le domaine artistique, dans le domaine plasticien, il y a des photographes qui utilisent, il y a des artistes ou des plasticiens qui utilisent l'outil photographique pour faire des choses et rendre des situations. Je suis désolé, son nom m'échappe, mais il y a un photographe que peut-être que vous allez m'aider, les amis, qui a fait des photos de combattants kurdes en Irak. Il les a mis en scène selon en faisant référence à des grands tableaux de l'histoire de l'art classique qui mettent en scène les grands combattants des guerres napoléoniennes et tout ça. C'est des vrais combattants, c'est des vrais décors, c'est juste la posture est différente. C'est une proposition qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est très beau, c'est très intéressant, mais c'est pas du journalisme. Mais par contre, c'est totalement inspiré de la réalité. Donc, ça peut exister. Il faut juste que ça soit qualifié pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est là où on doit toujours qualifier les choses et savoir sur quel support ça s'est diffusé et comment c'est qualifié.
Je pense qu'on ne peut pas parler du fait de raconter le monde avec cette prétention, effectivement, d'avoir l'œil parfait et objectif. C'est impossible. On est tous subjectifs, même en tant que photojournaliste. Le simple fait de choisir un angle fait que, du coup, en fait, on ne va pas raconter le monde, on va raconter un monde qui appartient au monde. Ça rejoint un peu ce que disait Lorenzo, et en journalisme, on l'apprend comme tel, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte malheureusement d'une certaine réalité, c'est-à-dire de notre prisme aussi, en tenant compte aussi d'un ensemble. Donc, de fait, il y a une certaine subjectivité qui se met en place, ça paraît indéniable. Maintenant, sur cette question de l'esthétisme, en fait, moi, c'est un peu vers là aussi que je voulais aller, c'est-à-dire, on a cette photo réelle que vous allez prendre à un instant T, et on a cette photo réelle qui est prise à un instant T, puis qu'on va transformer pour lui donner une notion d'esthétisme. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont, quand on est hors cadre journalistique, est-ce que c'est des choses qui vous sont dans vos pratiques, des choses que vous allez, des fois, vous lâcher à essayer de vous dire, tiens, on va partir sur de la photo artistique, on a envie de sortir du journalisme et on va aller chercher la beauté, et on n'est plus sur le politique, plus sur la vision et la réalité qu'on veut donner. Et quid de ça, du coup, mais il a un petit peu entamé le truc avec l'intelligence artificielle qui est, pour la musique par exemple, qui commence à être une très grosse problématique, qui pour d'autres domaines va être une très grosse problématique, hein, les études et ainsi de suite, parce qu'il y a un moment, allô ChatGPT, est-ce que tu peux me faire on voit tous comment ça se passe pour les dossiers de sub et ainsi de suite, hein. On peut y aller, les rapports parlementaires et autres, hein, voilà. Mais ce rapport à l'esthétisme de la photo, parce qu'on parle d'œil, on parle de captation, on parle d'angle qu'on va chercher, donc il y a cette réalité, mais il y a quand même une notion d'esthétisme quand même là-dedans, où je me trompe complètement. Comment on fait avec les non, mais justement, comment on fait avec les photographies de Salgado, qui a été très critiqué, qui pourtant parle des fois du monde et du monde pas très beau, et pourtant ses photos sont sublimes. Quand il va au Rwanda, quand il va en Somalie, quand il fait la route du café, quand il fait les mines d'or, vous regardez ses bouquins, ses photos en noir et blanc que tout le monde trouve sublimes, et pourtant à l'intérieur, l'histoire qu'il raconte, c'est de la misère. C'est-à-dire qu'il a su rendre le monde moche beau, et il l'assume. Et pourtant, il y a pas d'IA, il y a certainement un peu de tirage, de traitement, en tout cas au niveau du tireur, mais de la photographie en tant que telle, elle est là dès le départ. Il a su sublimer ce qui est au départ une... Donc après, c'est juste un point de vue, et est-ce qu'on n'a pas le droit, lui c'est sa patte, et moi je la respecte, donc les photos de Capa du débarquement, moi je les trouve sublimes aussi. Et pourtant, faut pas oublier que la plupart des mecs qui photographiaient Dastin, on en a bien témoigné tout à l'heure, sont morts. Et pourtant, quand on regarde cette image, les jeunes, s'ils savent pas ce que c'est, ils disent, elle est belle cette photo. Il faut distinguer, c'est pour ça que je me suis permis de dire que vous aviez tort, Bruno, il faut distinguer ce qui est du... C'est fait pour, bien sûr, Lorenzo, allez-y. J'apprends. Ben voilà, c'est ça. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la manipulation, de ce qui est de l'ordre de la post-production, et je vais revenir, et de ce qui est de l'ordre du cadrage et du regard et de la qualité du regard. La manipulation, c'est vraiment intervenir après ou avant, en mettant en scène, en truquant l'image. Au sens vraiment, on truque quelque chose. C'est-à-dire qu'on va artificiellement, on va changer quelque chose. On va lui gonfler les bras ou les avant-bras, par exemple. Ouais, on est dans une manip. Après, il y a autre chose qui est la post-production. La post-production, c'est ce qu'évoquait à l'instant Jérémy avec les photos de Salgado. C'est le rendu, c'est la manière dont on va rendre une image plus ou moins saturée, plus ou moins dans les noirs profonds, plus ou moins au contraire désaturée, extrêmement pastel. Voilà, ça c'est un travail de post-production. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'image en elle-même, on va changer la manière dont on la restitue aux autres sans intervenir sur son cadre et tout ça. Et puis, indépendamment de ça, il y a le regard, la qualité du cadrage. Un photographe, c'est un humain, donc c'est pour ça qu'on est bien dans une logique de subjectivité. C'est un humain qui va agir à un moment sur 3 éléments par rapport à la photo. Il va avoir une distance par rapport à son sujet, il va avoir un cadre, donc il va décider de cadrer quelque chose, et donc par voie de conséquence d'exclure des choses de son cadre, et ça c'est son choix, et puis il va avoir le moment où il va déclencher. C'est dans ces 3 caractéristiques-là qu'un photographe va restituer une image. Cette image, on va la juger belle, esthétique, vous disiez tout à l'heure, ou pas. Ça, c'est le goût de chacun. J'aime celle-ci, j'aime pas celle-ci, pourquoi, voilà. Alors, il y a une question induite qui est récurrente dans ce que vous évoquez,
et je vais faire un petit raccourci, c'est est-ce qu'on peut faire des images belles de choses qui sont horribles ? Ce débat est récurrent dès lors que l'on photographie des catastrophes naturelles, des conflits, des morts, enfin voilà. Et beaucoup de retours que l'on a dans des discussions avec du public, par exemple, sur ça, c'est grosso modo, l'idée c'est que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire une belle image de la misère humaine. On peut s'interroger sur la pertinence de ce propos. D'abord, c'est une question très personnelle, je trouve. Après, moi, je serais tenté de dire, une image belle, c'est peut-être surtout une image bien faite. En fonction de quels critères, chacun aura les siens. Mais c'est une image qui va être intelligible, c'est une image qui va être compréhensible, c'est une image qu'on va pouvoir lire. Alors tout ça, ça se fait de manière très inconsciente, mais c'est le fait qu'on va se dire, tiens, voilà, ça c'est une image qui va vous marquer à un moment, parce que parfois, elle est belle aussi. Et le fait qu'elle soit belle restitue quelque chose, crée une attention particulière. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes les images de conflit, par exemple, doivent être belles. Il y a de tout dans l'histoire de la photographie, du photojournalisme. Il y a des images de choses horribles qui sont magnifiques. Je pense au boulot de Gilles Pérez sur le Rwanda. On va célébrer dimanche les 30 ans du génocide au Rwanda. C'est un des événements qui a énormément traumatisé les journalistes qui l'ont traité. Il a fait des images magnifiques, Gilles Pérez. Ce qu'il montre est abominable. Voilà. Mais par contre, ça donne une restitution de quelque chose et peut-être que ça permet de regarder quelque chose qui est juste abominable. En fait, ce que j'entends un peu dans ce que vous dites, c'est le terme beau ou belle qui est finalement mal utilisé. Parce qu'effectivement, je prends juste, et je vais te donner la parole à Dastan, mais voilà, on va prendre une photo qui pourrait s'apparenter, je sais pas, à une forme de voyeurisme ou de misérabilisme avec, je sais pas, une jeune fille toute paumée au milieu de la rue, détruite derrière. Voilà, c'est des clichés, j'ai envie de dire qu'on a plus tout... Voilà, et on passe devant ce truc-là, il y a des gens qui vont avoir cette réaction « Ah, elle est belle, cette photo !» Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est peut-être pas ça que la personne veut exprimer, mais en tout cas, c'est ce que ça lui procure. Et c'est ça qui moi, quelque part, m'interpelle. Et en même temps, je reviens juste sur un truc, Lorenzo, c'est que je comprends la perception de chacun. C'est-à-dire que chacun peut avoir une perception des choses, mais il y a quand même des codes. Et par exemple, dans la photographie, je suppose qu'il y a des codes. Vous parliez du cadre. Je pense qu'on ne fait pas un cadre n'importe comment, ou si on le fait n'importe comment, c'est volontaire, ou on débule pas. Enfin, voilà. Et que si c'est un peu comme l'éducation aux médias, c'est-à-dire que je pense que c'est des choses qu'on travaille peut-être pas assez, la question de l'image, comment on travaille, le décryptage, comment on fait de la médiation autour d'une image, pourquoi cette image, pourquoi elle sollicite ou pourquoi elle amène une réflexion, peu importe la thématique. Mais je pense que ce travail-là pourrait permettre peut-être, pour le coup, de changer le regard des gens sur le monde. C'est un travail essentiel. L'éducation aux médias, de toute manière, est une chose essentielle. Déjà pour pouvoir identifier, comprendre les sources, comprendre l'information qui est transmise. Et c'est encore plus essentiel aujourd'hui que ça ne l'a jamais été, je pense. C'est ce que l'on voit, par exemple, à travers les médias qui développent des rubriques de fake news. C'est-à-dire qu'ils vont revenir sur des événements qui ont été faussés ou des fausses informations, justement pour expliquer comment et pourquoi et quelle est la finalité de transmettre des informations fausses. Mais pour en revenir à l'esthétisme, je vais revenir sur mon vieux Cartier-Bresson. Il avait aussi une expression qui était marrante. Il disait « quand quelque chose attire mon regard », donc un sujet, la moindre des choses, c'est que je lui rende hommage en faisant un bon cadre. Voilà. Après, on en fait ce qu'on veut. Je connais des photographes qui ont fait des boulots remarquables, mais qui définitivement ne sont pas des très bons cadreurs. Pas des cas. Voilà. Mais c'est pas grave, ils ont un témoignage qui est aussi important. Il y a des moments où le témoignage est plus important que la qualité ou l'esthétisme de la photo. Donc, chaque chose doit être relativisée. Et je dirais tout est possible. Merci Lorenzo. Je juste les codes, en revanche, pour revenir, puisqu'on est encore sur ce thème-là. Effectivement, il y a des codes, effectivement, il faut savoir comment cadrer les règles d'or, les machins, etc. Mais souvent, les règles, elles sont bonnes à savoir pour mieux les contourner. Si vous restez trop dans les règles, vous serez comme votre collègue et vous apportez rien dans votre regard. C'est l'émotion que vous allez chercher, le fait de déformer un peu votre prise de vue pour pouvoir pas respecter la règle et peut-être proposer quelque chose de différent. C'est là où aussi vous allez faire votre différence. Et certes, apporter un autre regard, finalement. Exactement. Et certes, on est effectivement dans des prises de vue réelles,
réel, on prend ce qu'il y a en face de nous, on ne met pas en scène ni quoi que ce soit, ça ne nous en empêche pas qu'on doit avoir, enfin du moins moi je me l'impose et je pense que tous ceux autour de cette table le font aussi, s'imposer d'avoir un regard intéressant, un cadre qui est beau, une situation qui est belle et pas forcément cliquer pour cliquer parce que il se passe quelque chose et hop j'ai cliqué. Non, il se passe quelque chose, comment là tout de suite en une demi-seconde j'arrive à trouver le bon angle, tout ce qu'il faut pour que ce soit également beau et pas juste informatif. Merci Amandine. Dastan. Pour revenir la beauté de l'image, il y a aussi une question, je pense, d'éducation sociétale. Je me censure pas, moi, les images. Quand je vois un cadavre, quand je vois un mort, j'envoie mes mes reportages en version internationale, j'envoie toutes les rédactions. En France, on censure énormément. Parce que la population française n'est pas prête. Que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit les Anglais ou les Américains, ça passe tout seul. Ils censurent rien, ils ne floutent rien. Pour mémoire, je me rappelle, c'était... certains. Il y a du débat, nous ne sommes pas là pour polémiquer. Prenons un autre exemple. Si je montre un mort, on a plus tendance et facilité à montrer un mort à l'étranger. Pour le coup, là, on va dire l'Ukraine, Gaza, pour pas choisir un... Si on se rappelle les attentats de Paris, ou Charlie Hebdo, quand les gens ont été tués, on a flouté toutes les images. Parce que là, pour le coup, ça nous touche à nous-mêmes. Ouais. Donc, quelque part, il y a aussi une éducation sociétale. Mais c'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question de... Aujourd'hui, dans les pays, pour faire simple, dans les pays occidentaux, on ne montre pas des morts de son pays. Le Bataclan, on n'a pas vu les images. Je m'en réjouis. Enfin, c'est important qu'elles existent parce que c'est un document. Donc c'est un événement historique. Mais personnellement, je ne les ai pas vues. Elles existent. Mais par contre, quand il y a eu les attentats de Moscou, on a vu les images. Elles ont été publiées. Pourquoi ? Parce que c'est à Moscou. Quand il y a eu le World Trade Center, les médias américains n'ont montré aucun mort. Le seul mort qu'ils ont montré, c'est l'image qu'on appelle The Falling Man, qui est cet homme qui tombe. C'est une silhouette noire qui tombe d'un gratte-ciel. C'est une image très lointaine. C'est juste une silhouette. C'est quelque chose de très graphique. C'est la seule image qui soit sortie. Il y a un journal new-yorkais qui s'appelle le New York City, je crois, qui a publié en couverture juste le lendemain ou 2 jours après une main. Il y avait juste une main coupée, enfin tranchée. Et ça a été l'opprobre sur ce journal parce qu'ils avaient osé montrer un corps. En France, depuis l'assassinat du préfet Erignac, photo publiée par Paris Match, il y a eu un procès qui a été fait et on ne peut plus montrer de mort en France. Ça remontait même ça a été jugé même jusqu'à la Cour européenne de justice. Il y a eu toute la jurisprudence qui est tombée qui empêche aujourd'hui de photographier. Or, encore une fois, je comprends évidemment le bouleversement de la famille quand on peut voir cette image, qui est une image très sobre, je dirais. C'est une image prise de loin, on voit juste une silhouette avec les cônes de police autour. Elle peut plus être montrée. Or, c'est un événement historique. Il y a eu 2 préfets qui ont été assassinés en France. L'autre, c'était Jean Moulin. Et donc, on est quand même sur des problématiques de quoi on peut témoigner. Montrer l'horreur est une chose quand même historiquement essentielle. Il y a eu cette grande discussion au moment de la découverte des camps de concentration après la Seconde Guerre. Comment est-ce qu'on montre et on va témoigner de cela ? Comment est-ce qu'on témoigne de la Shoah et des camps de concentration ? Il y a eu toute une réflexion chez les autorités alliées. Ils ont même demandé à Hitchcock, qui était donc un réalisateur de cinéma pour ceux qui ne le connaissent pas, comment est-ce qu'on pouvait montrer cela ? Lui, il a dit qu'il faut faire des travelling, c'est-à-dire qu'il faut des plans en continu pour bien montrer qu'on ne va pas faire un focus particulier sur une scène horrible. Donc, on s'interroge sur la manière de relater, de montrer des choses qui sont historiquement, qui sont vraiment des faits historiques incontournables. On va le dissocier, par contre, d'un fait divers, où je pense que le fait divers, qui est un épiphénomène ponctuel, plus anecdotique, évidemment. Aussi dramatique soit-il, il est anecdotique. Et là, je pense qu'on n'a pas à se complaire dans l'horreur du fait divers. Mais dans les faits historiques, c'est essentiel de les documenter, de les montrer. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit... comment dire ça quand les médias veulent vraiment choquer la population, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le journal Le Monde qui a passé le cap, où ils ont publié la photo, si je me rappelle bien, le petit Eyan sur la plage aussi. Oui. Ce qui n'était jamais arrivé. Ouais. Beaucoup de médias l'ont publié. Non, d'abord, ça a été le journal Le Monde. Oui, et une fois que Le Monde l'a publié, qui a pris le courage ou l'atrocité de la publier, la responsabilité, merci, de la publier, tous les autres ont pris le cap. Donc il fallait
franchir cette barrière. À tort ou à raison, je ne sais pas. Après, ça a été fait. Ça crée un impact, ça fait prendre conscience. Vous savez, on dit souvent que, alors je ne sais pas si vous l'évoquiez à propos, Bruno, tout à l'heure, la petite fille nue qui sort d'un village en feu, c'est une photo de Niket au moment de la guerre du Vietnam. On dit souvent que c'est une image qui a changé le cours de la guerre. C'est absurde. Aucune image n'a jamais changé le cours d'une guerre, malheureusement. Mais par contre, il a participé à la sensibilisation de la population américaine par rapport à la pertinence de continuer ou de devoir arrêter ce conflit qui s'est arrêté quand même quelques années plus tard. Donc on est toujours sur la photo dont tu viens de parler, Dastan, c'est aussi une image qui témoigne du destin terrible de ces migrants. Et parce que c'est un enfant, et parce qu'il est insupportable de voir un enfant décédé, c'est une image qui va bouleverser, qui va aider à la prise de conscience. Donc ce sont des images très dures, mais de mon point de vue, vous demandez tout à l'heure comment est-ce qu'on regarde le monde, on regarde le monde sous toutes ses facettes. Il ne faut pas se complaire dans l'horreur, mais il faut aussi accepter que ça fasse partie de notre monde et de le relater. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée donc à un angle, regarder le monde mais au travers de l'œil urbain, parce qu'on est ravis que cette 12e édition ait lieu. Ça démarre le 12e, pardon. 12. Qu'est-ce que je dis ? Que cette 12e édition, pourquoi j'ai dit deuxième, c'est ça ? Non, pardon, je suis fatigué. Donc cette 12e édition, et on espère qu'il y en aura 120, bien que bon, il sera plus là, mais ça aura passé la main, ça aura fait des petits. Comme on dit, on rappelle peut-être les grands moments prévus. Il y a l'ouverture le 6 avril. À partir de 14h, rencontre avec les auteurs sur leur lieu d'exposition jusqu'au vernissage dès 9h à l'hôtel de ville. Ensuite, toutes les informations sont sur le site www. C'est l'œilurbain.fr, j'ai un doute, je sais plus. T'as un doute aussi, il a un doute. C'est le .com. Moi j'ai changé aussi. C'est l'œilurbain.com. Merci. L'œilurbain.com, tout attaché. Très important. Pour retrouver juste une petite précision, parce qu'on a pas mal de parler justement de choses dures qu'on peut montrer en photo, etc. Et c'est des choses qui nous sont parfois reprochées au niveau de la population de Corbeil, alors que pas du tout. Nous, sur 12 ans d'édition, oui, on a montré un peu d'Ukraine sur 2 ans. Ouais. Pas normal, ça fait partie de l'actualité, il n'y a aucune raison qu'on n'en parle pas. Mais dans l'ensemble, nous, tout ce qu'on montre, il n'y a jamais d'images d'horreur, c'est plutôt toujours des histoires positives. Donc, en fait, il faut savoir regarder, je crois, et cultiver son regard au quotidien, quoi. On espère, chers auditeurs, qu'au travers de cette émission, je vous remercie vraiment nos invités. Donc, on va les reciter. Amandine Loriol, qui va exposer dans le cadre de l'œil urbain, donc du côté du pont Patton. Jérémy Lampin, qui lui va exposer du côté du chapiteau. Dastan Altaïr, j'espère que tu prendras pas de vidéo ici. Lorenzo. Vous venez quand vous voulez, parce que nous on voudrait transmettre. Voilà, urbain, un super festival. On voudrait aussi transmettre. Donc voilà. Et puis je trouve que vous avez déjà pour la plupart une très belle voix radiophonique, mais Lorenzo, j'aime bien votre voix aussi à la radio. Il faut le savoir. Bon, après on a des métiers qui sont différents, mais avec une certaine envie de tenir compte de la réalité et aussi au travers de notre vie d'aimer les gens malgré les difficultés que les uns et les autres on peut rencontrer. Voilà, on vous invite tous bien évidemment à cette 12e édition du festival de l'œil urbain sur le sport. On va découvrir pas mal de portraits, il y a pas mal de choses. Tout le programme également aussi disponible sur le site www.corbeil-essonne.fr. Vous pourrez retrouver aussi tous les liens, les lieux de la ville. Il y a des affiches un peu partout. Donc si vous êtes en dehors de Corbeil-Essonnes et même du côté de Tralala, n'hésitez pas, vous pouvez venir, ça va durer un bon mois et demi quasiment, donc il y a de quoi faire. Et puis nous avec Imagine Radio on viendra suivre un petit peu tout ça et venir vous expliquer un petit peu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour l'œil urbain et pour transmission aussi. Et transmission, très important. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. On se retrouve pour la 13e édition de l'œil urbain avec d'autres invités. On reviendra l'année prochaine pour cette partie-là. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver bien évidemment dans le journal d'ici quelques heures. Allez, bonne journée à tous sur les programmes d'Imagine Radio.